Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo qui traite du cours G1 sur la structure et la composition de la Terre. Alors l'objectif de ce cours, c'est de déterminer la structure de la Terre, notamment quelles sont les méthodes qu'on a utilisées pour aboutir à la structure de Terre connue actuellement, à savoir Terre constituée d'enveloppes internes disposées en couches concentriques. Dans une deuxième partie, on verra la composition de la Terre, donc les méthodes qui ont permis d'aboutir aux différentes compositions des différentes couches de la Terre, la croûte, le manteau, le noyau. Et dans le grand 3, on abordera la structure thermique de la Terre, à savoir donc l'évolution de la température au cours de la profondeur, et on parlera un petit peu aussi de la chaleur interne, de ses origines et de ses modes de dissipation. Commençons donc par le grand 1 qui concerne la structure de la Terre. Alors, on va faire l'approche du géologue. Le géologue, son approche classique, c'est de proposer un modèle, puis ensuite de recueillir des données expérimentales qui permettent de valider ce modèle ou éventuellement de le modifier. Donc nous, on va partir d'un modèle simple, le modèle qu'on va appeler le modèle 0, qui est que la Terre serait constituée d'une grande boule homogène, en fait, donc modèle initial de Terre sphérique homogène. Et on va montrer qu'avec des méthodes géophysiques, notamment la sismique et la gravimétrie, que ce modèle ne tient pas et on va donc le modifier pour en créer un nouveau. Alors commençons par l'apport des séismes, les études sismiques. Alors ces études sismiques, elles vont montrer qu'en première approximation, la Terre, on peut l'assimiler à un emboîtement de couches concentriques homogènes. Alors pour ceci, il nous faut un petit prérequis sur les séismes et les ondes sismiques. Donc un séisme, c'est un tremblement de terre, où lorsqu'il y a un tremblement de terre, donc il y a une rupture mécanique, on le voit ici au niveau d'une faille, et ceci entraîne une libération d'énergie, notamment une libération de chaleur et d'ondes. Alors, les ondes, on peut les représenter donc sous la forme de raies sismiques. Donc, il y a une infinité d'ondes libérées à l'endroit où se fait le séisme, qu'on appelle le foyer, qui est sous la Terre. Et il y a aussi, on peut représenter les ondes sous forme de front d'ondes. Ça veut dire l'aspect temporel. Donc, au temps T1, les ondes, il y en a une infinité, elles sont en ce point. Puis ensuite, au temps T2, elles se sont déplacées, elles sont en ce point. Puis au temps T3, elles seront un petit peu plus loin. C'est exactement comme quand on lâche un petit caillou dans une mare et qu'on voit donc les ondes qui se déplacent au cours du temps. L'épicentre, c'est la projection du foyer en surface, c'est l'endroit où les ondes en surface sont reçues en premier. Là, si je trace un cercle, j'arrive à l'épicentre, alors qu'au niveau de la station, les ondes seront reçues plus tard. L'enregistrement des ondes sismiques se fait sur des sismographes. Alors les sismographes, ce sont des appareils qui sont représentés ici. Alors là, c'est des sismographes très anciens qui sont représentés avec un papier, avec un stylet qui est écrit ici. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. Maintenant, c'est bien plus moderne. Mais là, l'intérêt, c'est de nous montrer un petit peu le principe. Alors, les sismographes donc, sont disposés. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Donc, il est sur le sol. Et quand il y a un mouvement du sol, en fait, ça va faire, donc, imaginons un mouvement qui va vers le haut, ça va faire donc bouger ce sismographe qui va du coup aller vers le haut. Et tout ça, c'est relié ensemble. Le papier aussi. Par contre, le petit stylet qui est ici, lui, est relié à un ressort, et lui, par contre, il va avoir une inertie. Ça veut dire que tout va monter, sauf le stylet. Du coup, sur le papier, je vais avoir du coup un trait vers le bas, puisque tout monte sauf le stylet. Du coup, le ressort va s'allonger, et ensuite, le ressort, il va reprendre sa longueur initiale d'équilibre, en faisant comme ceci, et en s'arrêtant. Ça, c'est ce qui génère donc le petit enregistrement qui est représenté ici. Ça, c'est pour un mouvement vertical. Il y a des sismographes aussi pour les mouvements horizontaux dans ce sens et dans l'autre. Chaque station a donc 3 types de sismographes pour enregistrer les mouvements dans les 3 dimensions. Alors, les différentes ondes qui sont reçues, il y a plusieurs types d'ondes. Il y a les ondes P, ici qu'on reçoit en premier, P comme premier, les ondes S comme second, les ondes qu'on reçoit donc en second, et ensuite il y a les ondes de surface, qui sont les plus destructrices en fait, mais qui ne se propagent qu'en surface. Donc du coup, elles ne vont pas nous intéresser dans ce cours-là, parce qu'elles ne permettent pas d'ausculter la Terre, contrairement aux autres, qui sont des ondes de volume et qui se propagent sous terre, quoi. Alors, quand je regarde les ondes P et les ondes S, en fait, ce ne sont pas les mêmes types d'ondes. L'onde P, c'est un petit peu comme un ressort, que l'on prendrait comme ça, qu'on ferait bouger ici. L'onde se propage, se propage, se propage comme ceci, par des mouvements donc de compression, dilatation, compression, dilatation. L'onde se propage donc ici selon l'horizontale, et la matière représentée par le ressort ici bouge dans le même axe.
Ça, ce sont les ondes de compression-dilatation. Elles se propagent dans les solides et dans les liquides. Ce sont les ondes les plus rapides, elles arrivent en premier. Les ondes de cisaillement qui arrivent en second, ce sont les ondes S. Elles, c'est plutôt l'analogie pas d'un ressort mais d'une corde. Donc là, si je fais un petit mouvement de flexion de la corde, l'onde va se déplacer. Donc au début, ça va faire comme ça la corde, puis ensuite comme ceci, puis ensuite comme ceci, etc. La matière se déplace donc perpendiculairement à l'onde qui, elle, se propage de la gauche vers la droite. Ça, ce sont les ondes S de cisaillement. Elles ne se propagent que dans les solides. La vitesse des différentes ondes dépend de plusieurs paramètres. Elles dépendent de la viscosité, représentée ici, par ces paramètres ici, et de la densité, donc masse volumique, c'est pareil à part l'unité, qui est ici. On voit donc que plus la viscosité est forte, la viscosité, c'est la résistance à la déformation. Par exemple, le miel, il est visqueux par rapport à l'eau. Il résiste mieux quand je mets un point dans le miel, ça résiste plus que quand je mets un point dans de l'eau. Et bien sûr, sur une roche super dure, comme un granit, quand je mets un point, je n'arrive pas à rentrer, la viscosité, elle est plus forte que le miel. Bon, la viscosité de la roche est au numérateur. Plus la roche elle est visqueuse, plus elle est résistante à la déformation, plus la vitesse sera grande. Plus la densité est grande, plus la vitesse sera petite. Ça peut prêter à confusion parce que la vitesse, elle augmente avec la profondeur en général. Or, la densité augmente avec la profondeur aussi. Donc peut-être qu'on ne comprend pas trop, mais en fait, il faut comprendre que la viscosité en profondeur augmente plus que la densité. C'est pour ça que V augmente avec la profondeur en général. Alors quel est l'intérêt de ces séismes? C'est qu'on va pouvoir les utiliser en fait. On va pouvoir les utiliser pour resculpter la Terre et aboutir donc à un nouveau modèle que l'on verra ici à la fin. Alors les ondes sismiques, c'est comme les ondes lumineuses. Ça obéit à des lois qui sont les lois de Snell-Descartes. À savoir, quand j'ai deux milieux différents qui n'ont pas la même vitesse, donc qui sont séparés par cette discontinuité qui est en bleu ici, et l'onde incidente qui arrive va pouvoir être réfléchie ou va pouvoir être réfractée, ça veut dire déviée. Les angles qu'on mesure sont toujours par rapport à la normale. Snell et Descartes nous disent que l'angle alpha 1 est égal à l'angle alpha prime 1 de l'onde réfléchie. Et Snell et Descartes nous disent que sinus alpha 1 sur la vitesse dans le milieu 1 est égal à sinus alpha 2 sur la vitesse dans le milieu 2. Alors, selon si V1 est plus grand ou plus petit que V2, l'onde va être réfractée plutôt vers la discontinuité ou plutôt vers la normale. Alors, comment on sait à quoi ça correspond? Il suffit de savoir que la fonction sinus de 0 à 90 ou pi sur 2, c'est une fonction croissante. Donc, si effectivement V1 est plus grand que V2, par exemple, ça signifie donc que sinus alpha 1 est plus grand que sinus alpha 2. Comme c'est une fonction croissante, ça signifie que alpha 1 est plus grand que alpha 2. Alors là, ce n'est pas du tout le cas ici. Là, j'ai alpha 2 plus grand que alpha 1. Là, je suis dans le cas où la vitesse dans le milieu 2 est plus grande que la vitesse dans le milieu 1. Alors, il y a un cas particulier. Quand V2 est plus grand que V1, on comprend que si j'ai une onde qui arrive comme ça, donc elle va faire ça. Si je la fais arriver avec un alpha 1 qui est un petit peu plus grand, l'alpha 2 sera encore plus grand. Et au bout d'un moment, il y a un cas où alpha 2 fait 90 degrés. Dans ce cas, il y a ce qu'on appelle une diffraction. Cette diffraction va générer une infinité d'ondes coniques, comme représenté ici. Là, je suis donc dans le cas où alpha 1 est tel que alpha 2 vaut 90. Je suis donc dans le cas où sinus alpha 2 vaut 1, puisque sinus de 90, ça fait 1. Les ondes coniques qui sont générées sont toutes parallèles à la première onde ici, qui est l'onde réfléchie finalement. Elles font toutes un angle de alpha 1, comme on le voit ici. Les ondes coniques sont donc définies par sinus alpha 1 sur V1 égale 1 sur V2. Ça nous permet d'avoir accès à cet alpha 1. Alors concrètement, maintenant qu'on a dit ça, comment les géologues ont-ils utilisé les séismes et les connaissances sur la propagation des ondes pour déterminer l'existence des différentes couches dans la Terre? Alors on va voir ceci à travers trois exemples concrets. Le premier exemple, l'exemple historique, est celui de la mise en évidence de la discontinuité du Mohô qui sépare la croûte terrestre du manteau. Alors c'est en 1909 que Mohorovičić justement a étudié donc un sismogramme consécutif à un séisme que l'on peut représenter ici, là voilà son foyer. Donc lui il a étudié le sismogramme qui correspond à la station représentée ici et il s'est rendu compte que non seulement donc on avait une réception des ondes P et des ondes S, ce qui est tout à fait logique, mais qu'en plus de ce premier train d'ondes, il y avait avec un petit décalage
temporelle un nouveau train d'onde, PS, qui arrivait, puis encore un troisième. Pour expliquer donc ces trois trains d'onde qui arrivent, il a proposé de mettre une discontinuité, représentée ici. Et effectivement, quand on fait ça, en mettant un milieu 1 et un milieu 2 avec une vitesse plus grande que le milieu 1, on peut générer donc une onde directe comme ici, première onde réceptionnée, et puis des ondes réfléchies comme ça, et coniques, comme celle-ci. Chaque fois, il y a plein de coniques, dont une qui est ici, qui sont réceptionnées, donc la réfléchie et la conique qui sont réceptionnées, et qui expliquent donc les deuxièmes et les troisièmes trains d'onde P et S. En faisant les calculs correspondants, que moi je ne détaille pas ici, mais voir les exercices qui traitent des séismes, il a pu déterminer V1, V2 et la profondeur de la discontinuité en question. Donc, après on a fait ça plein de fois, et la discontinuité, en gros, on va la moyenner, on va dire qu'elle est à peu près à 30 km, sachant qu'elle peut être à 6 des fois elle peut être à plus de 100, ça va dépendre ensuite d'où on est, si c'est la croûte océanique ou des chaînes de montagne, voire plus tard. Donc on voit à travers ce premier exemple comment l'étude des séismes elle a permis de mettre en évidence une discontinuité, à savoir la discontinuité de Moho. Sur notre schéma bilan, on peut placer cette discontinuité du coup, qui est donc à peu près à 30 km, et qui sépare la croûte terrestre au-dessus et le manteau représenté en vert ici en dessous. Deuxième exemple concret d'utilisation des séismes, que l'on voit bien au lycée, c'est la preuve de la discontinuité entre le manteau et ce qu'on va appeler le noyau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a regardé des séismes assez importants qui ont généré des ondes qui ont été reçues par des stations de mesure très très loin. Alors, première chose déjà, prérequis, quand on mesure des distances, on peut les mesurer donc en surface, par exemple entre le point A et le point B, là j'ai 8000 km, ou je peux le mesurer en distance épicentrale, en degrés. Par exemple, 8000 km, ça correspond ici à 72 degrés. Le lien, c'est que 1 degré, ça fait à peu près 111 km. Ça s'obtient par une simple règle de 3, en faisant que 360 degrés, ça correspond à 2 pi r, à savoir donc le périmètre d'une section de terre, quoi. Alors ce que l'on voit, c'est que quand il y a un séisme qui se produit ici, donc je vais prendre la coupe de la Terre, je reçois ces ondes sur toutes les stations qui sont en vert. Tout ici, tout ici. Par contre, les stations qui sont en bleu, elles reçoivent rien du tout. On dit qu'il y a une zone d'ombre. Les stations rouges, ici, elles en reçoivent, mais uniquement les ondes P. Alors comment interpréter ça? C'est Gutenberg qui a proposé que pour expliquer que là on ne reçoit rien du tout, on pouvait mettre quelque chose qui ralentissait les ondes à l'intérieur, qu'on appelait le noyau. Voyons voir ça. Alors s'il n'y avait pas justement ce noyau, les ondes se propageraient comme indiqué ici. Alors on ne les fait pas tout droites les ondes, on les fait se propager un petit peu d'une façon courbe. Alors pourquoi on fait comme ça? Parce que dans la réalité, effectivement, la vitesse elle augmente avec la profondeur. Et du coup, si je prends le milieu représenté ici, alors que j'ai discrétisé, on a fait donc des couches discrètes avec des vitesses qui augmentent petit à petit avec la profondeur, en faisant les lois de Snell-Descartes, là on a un alpha 1, là on a un alpha 2 qui est un petit peu plus grand du coup, puis là on a un alpha 2 et là on a un alpha 3 qui est un petit peu plus grand, et donc on a les ondes qui petit à petit sont déviées vers les discontinuités. Donc ça c'est juste une augmentation de vitesse avec la profondeur qui fait que les ondes sont courbes. Alors, à partir de 105 degrés de distance épicentrale, Gutenberg a remarqué qu'il y avait le début de la zone d'ombre. Comment on peut expliquer ça? En mettant ce qu'on va appeler le noyau, ici, qui ralentit les ondes. Faisons les ondes, donc là, elles sont émises. La dernière, elle est là, elle arrive ici. Et celle qui est juste après, elle rencontre la discontinuité du noyau et elle est déviée comme ceci, comme là, comme ici. Elle est déviée parce que la vitesse du noyau est plus faible que la vitesse dans le manteau. Donc c'est dévié dans le noyau, donc ces courbes, la vitesse augmente dans le noyau avec la profondeur, puis elle réarrive ici, l'onde, ici, et là elle est déviée avec un I2 plus grand que I1, parce que la vitesse dans le manteau est plus forte, donc elle est déviée ici, et elle arrive à 143 degrés. Donc là j'explique pourquoi j'ai une zone d'ombre, tout simplement en mettant quelque chose ici qui ralentit les ondes, qu'on appelait le noyau. Finalement, dans notre bilan de tout à l'heure, on peut placer le noyau par rapport au manteau. Lehmann, je passe, a montré que dans le noyau, donc il y avait en fait deux parties, le noyau externe et la graine. Le noyau externe, il est liquide, lui. On le voyait tout à l'heure parce qu'on avait vu que les ondes qui passaient dans le noyau
et qui étaient visibles sur les stations qui étaient rouges tout à l'heure, eh ben, c'était uniquement les ondes P qui étaient reçues, les ondes S ne passaient pas. C'était la preuve que le noyau était liquide, du moins en surface, c'est le noyau externe, et la graine, elle, elle est solide. C'est la discontinuité ici de Lehmann. Troisième et dernier exemple concret, la mise en évidence de ce qu'on appelle la LVZ, zone de faible vitesse, LVZ ici. Alors comment on l'a mise en évidence ici? On s'est rendu compte que quand il y avait des séismes, quand on était situé entre 100 et 1000 km, on recevait très mal les ondes. Alors l'explication, on peut faire exactement comme la zone d'ombre de Gutenberg du noyau, c'est que donc on a des ondes là qui se propagent, qui arrivent ici, et ensuite là, l'onde elle n'arrive pas là. En fait, elle est déviée vers le bas comme ceci. Donc ça marche si ici je mets une zone où les vitesses sont ralenties, d'après les lois de Snell-Descartes, c'est ce qui est ici. Puis ensuite l'onde elle arrive là, et elle ressort en étant déviée, et du coup à cet endroit-là, ici, j'ai ma fameuse zone d'ombre. Alors, cette LVZ qui a été mise en évidence ici, elle a permis de délimiter tout ce qui est au-dessus, on l'a appelé la lithosphère. Lithos, ça veut dire pierre, ça veut dire rigide, ce qui est rigide. Et en dessous de cette discontinuité qui est en gros située à 100 km, on appelait ça l'asténosphère, qui inclut donc la LVZ, ou selon les auteurs, qui ne l'inclut pas. Nous, on va dire que la LVZ fait partie de l'asténosphère, c'est la zone supérieure de l'asténosphère. Asténès, neurasthénique, ça veut dire sans force, déformable. Alors effectivement, pourquoi les vitesses ici, elles sont ralenties au niveau de cette LVZ? Alors ça, on peut très bien l'expliquer en regardant le solidus et le géotherme. Alors le solidus, c'est la courbe de début de fusion des roches. Alors le solidus du manteau, on va prendre le solidus mantélique, nous, puisqu'on va prendre le solidus de la péridotite, car là on est dans le manteau. Cette courbe, elle nous dit les conditions pression-température du début de fusion des péridotites. Si je suis en surface, les péridotites commencent à fondre vers 1300 degrés. C'est le point qui est ici. Si je suis à 100 km, les péridotites, elles commencent à fondre plutôt ici, à 1000, on n'a qu'à dire 1450 degrés. Et je peux faire ça pour toutes les profondeurs. Je le fais au labo. Les profondeurs, ça correspond à une pression que moi, je peux expérimentalement appliquer sur un échantillon. Et je regarde s'ils font ou pas, quoi. Donc le début de fusion, donc j'ai plein de points à la queue leu qui vont former cette droite qui s'appelle le solidus mantélique ou solidus de la péridotite. Je peux aussi tracer en plus quelque chose qui n'a strictement rien à voir qui s'appelle le géotherme. Les géothermes, ce sont les conditions pression-température qu'il y a dans le globe. Par exemple, à 1300 degrés, à 100 km, il fait à peu près 1300 degrés. Par exemple, à 300 km de fond, il fait à peu près, ici j'invente, 1600 degrés. Donc je peux tracer ici cette courbe qui est le géotherme. Le géotherme moyen. On voit que les deux ne se recoupent pas et que donc dans le manteau ici représenté, il n'y a jamais de liquide, c'est solide, puisque les deux ne se recoupent pas, sauf des cas particuliers. Mais là, je fais le géotherme moyen. Il y a quand même un endroit où les deux courbes sont très très proches. C'est justement entre 100 et 200 km, c'est justement la LVZ. À cet endroit-là, la roche, elle est toujours solide, par contre elle est plus ductile, elle est moins visqueuse en fait, d'où le ralentissement de la vitesse, d'après la formule des vitesses. C'est comme si je prenais du beurre solide du frigo et que je le mets à milieu ambiant, il va rester solide mais il va être plus mou en fait, et donc c'est exactement ce qu'on a là. Donc cette petite zone-là, c'est la LVZ, elle s'explique par une proximité du géotherme par rapport au solidus. Et donc, on a défini donc la lithosphère et la sténosphère par cette limite ici de 100 km en moyenne. C'est une limite qui n'est pas du tout une limite de changement de composition chimique. Ça reste la même roche, ça reste de la péridotite. Cette limite, c'est une limite mécanique en fait, entre quelque chose qui est rigide, dur, la lithosphère, et quelque chose où dedans il pourrait y avoir de la convection, la fameuse convection mantélique, qui s'appelle la sténosphère. Elle correspond en gros à une limite thermique aussi, qui est de 1300 degrés. On peut placer donc ce qu'on vient de voir ici. Je peux placer donc la LVZ entre 100 et 200 km en moyenne, la lithosphère, donc tout ce qui est au-dessus. La lithosphère contient donc de la croûte et un petit bout de manteau. Je peux placer l'isotherme 1300 degrés. Je peux placer la sténosphère, qui dans ma définition à moi inclut la LVZ et va jusqu'à 670 km, car il y a encore des discontinuités, mais que je ne prouve pas et je ne regarde pas précisément ici. Et on a défini aussi donc le manteau supérieur, le manteau inférieur,
par rapport à cette discontinuité ici qui est un saut de vitesse que je n'ai pas détaillé. Et on peut définir aussi une zone de transition, ici, car à 400 km, il y a aussi un petit saut de vitesse. La définition d'asténosphère et de zone de transition peut varier selon les ouvrages que vous pouvez rencontrer. Le modèle qui est présenté ici, c'est le modèle bilan, c'est notre nouveau modèle de Terre. J'ai oublié d'ailleurs la couche ici, couche des secondes, qui correspond à une espèce de mélange entre le fer liquide du noyau et le manteau inférieur silicaté. Donc ce modèle, c'est ce qu'on appelle le modèle PREM, le modèle donc Earth de la Terre P primaire et R référence, le modèle de référence primaire de la Terre. Et donc ce modèle qui est là, c'est notre nouveau modèle qui succède au modèle de Terre initial, modèle 0, de Terre homogène en fait. Et on peut, en plus de ce modèle-là, avoir différents paramètres représentés ici. Des paramètres de vitesse. Par exemple, l'onde P, on voit que elle donc diminue dans la LVZ, puis ça augmente, puis ensuite au niveau du manteau inférieur, elle augmente linéairement, puis elle diminue, puis elle réaugmente dans le noyau externe, etc. Et on peut aussi avoir des densités qui sont associées. Là, on voit la densité qui évolue dans la Terre. Tout ça, plus le camembert tout à l'heure où il y a les différentes discontinuités, c'est ce qui s'appelle le modèle PREM. On a aussi donc la pression que l'on peut calculer par dP égale rho g dz, que vous verrez en physique. À ce stade, on en est donc là. On est parti d'un modèle initial, le modèle 0, et grâce au séisme, on a pu obtenir un nouveau modèle, Terre constituée de couches concentriques homogènes, qui s'appelle le modèle PREM, représenté ici et avec ce graphique associé. Dans ce grand 1 sur la structure de la Terre, nous avons donc vu l'intérêt de l'étude des ondes sismiques et leur rapport à la définition donc, du premier modèle, le modèle PREM. On va voir maintenant que d'autres techniques géophysiques, à savoir la gravimétrie et la tomographie sismique, vont permettre de préciser ce modèle radial de premier ordre. Alors commençons par la gravimétrie. Alors quand on fait la gravimétrie, donc j'ai un prérequis déjà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gravimétrie? Donc la gravimétrie, c'est l'étude du champ de pesanteur G. Alors le champ de pesanteur, c'est à peu près pour nous pareil que la gravité. Si la Terre ne tournait pas, ce serait la gravité, c'est le fameux G mt sur r au carré, qu'on est ici. En réalité, ce qu'on mesure avec les gravimètres, ce n'est pas la gravité, la Terre elle tourne. Il y a une petite force ici représentée, Fc, qui est due à la rotation de la Terre, qui fait que celle-ci plus la gravité ici nous donne finalement le vecteur réel de la pesanteur. C'est lui qu'on va mesurer réellement. En gros, c'est à peu près égal à la gravité, comme indiqué ici. Alors quand on fait de la gravimétrie en géologie, c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué. Alors pour ça, on va bien distinguer deux sous-cas, et on va vraiment les traiter séparément, ces deux sous-cas. Alors le premier cas que je vais faire tout de suite, c'est quand je vais m'intéresser à des formes, à ce qu'on appelle le géoïde, des formes d'équipotentiel, on dira. Et le deuxième cas, c'est quand je vais m'intéresser à des valeurs de G. Alors, prenons le premier cas, donc je vais m'intéresser à ce qu'on appelle le géoïde, en faisant de la gravimétrie. Alors, j'ai besoin d'une petite définition avant. Alors, les champs G, là, qui sont représentés, vous avez vu, donc en direction du centre de la Terre, ils définissent ce qu'on appelle une verticale. C'est la définition. Le champ de pesanteur définit donc la verticale. Les zones là que j'ai fait en vert, ces surfaces que j'ai fait en vert là, elles sont en tout point perpendiculaires à G. C'est ce qu'on appelle des horizontales. Je peux en faire une infinité d'horizontales. Là, j'en ai fait deux. Leur vrai nom, c'est des surfaces équipotentielles de pesanteur. En tout point, donc, elles sont perpendiculaires au vecteur G. Ce sont des horizontales, ce ne sont surtout pas des lignes d'isopesanteur, de pesanteur constante, c'est pas du tout le sujet. On verra ça plus tard. Bon, prenons maintenant des hypothèses et voyons, selon ces hypothèses, quelle serait la forme de ces surfaces équipotentielles. Alors, première hypothèse, imaginons que la Terre, elle soit constituée de couches concentriques homogènes, comme on l'a vu avec le modèle PREM, et qu'elle soit toute lisse, et qu'en plus elle ne tourne pas. Si c'était comme ça, la Terre donc serait totalement sphérique, et les équipotentiels de pesanteur, les masses étant réparties d'une façon homogène, seraient des sphères. Des sphères parfaites, comme représentées ici. Alors cette hypothèse est farfelue, la Terre n'est pas du tout lisse, en plus elle tourne, donc je vais passer à une deuxième hypothèse où je vais considérer, tiens, imaginons que cette fois-ci, la Terre elle est toujours constituée de couches concentriques homogènes, elle est toujours lisse, par contre elle tourne. Alors le fait qu'elle tourne la Terre, en fait ça l'aplatit. Et du coup, les équipotentiels, ce ne sont pas des sphères, ce sont ce qu'on appelle des ellipsoïdes, des sphères aplaties en fait. Il y en a une infinité. Parmi toutes ces ellipsoïdes,
des infinités d'ellipsoïdes, on peut en choisir une, c'est ce qu'on appelle l'ellipsoïde de référence, qui a été choisie assez proche du niveau des mers actuel, et elle est parfaitement définie par ses coordonnées mathématiques en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue mathématique, justement, les mathématiciens, eux, ils peuvent nous dire quelle serait la valeur de G en tout point de cette ellipsoïde ici, de référence, celle qui a été choisie par rapport à l'infinité représentée ici. Et donc on a une formule qui est assez imbuvable ici, mais qui nous dit quoi? Il nous dit, bah tiens, si la Terre, elle est constituée de couches concentriques homogènes, qu'elle est lisse et qu'elle tourne, et ben, en chaque point de cette ellipsoïde, j'aurai telle valeur de G. Alors je peux calculer, hein. Je peux me placer au pôle, quand je prends pi sur 2, c'est 90 degrés, ben, je trouverai que la valeur de G, ce serait 983,21, etc. Et à l'équateur, la valeur de G, ce serait 978, quelque chose. Là, ces unités, ce sont des unités de géophysiciens, ce sont des gales. Vous prenez la valeur G 981 que vous connaissez en moyenne et vous multipliez par 100. Vous obtenez donc cette unité très particulière. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que quand on fait de la gravimétrie, le plus simple, c'est de bien séparer. Soit je m'intéresse à des formes, soit je m'intéresse à des valeurs de G. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser à des valeurs de G, donc j'arrête tout de suite, hein, je mets ça entre parenthèses, j'en aurai besoin dans ma deuxième sous-partie. Alors moi, je m'intéresse à des formes, et donc la forme de l'équipotentiel de pesanteur de référence ou de n'importe quelle horizontale, si ma Terre elle était constituée de couches concentriques homogènes et lisses, et ben ce serait donc des ellipsoïdes. Alors je vais aller voir si c'est vraiment le cas en fait. C'est ça l'histoire. Donc je vais aller voir mes équipotentiels, mes horizontales réelles. Alors comment je fais pour avoir des équipotentiels réels? Il faut que j'ai des horizontales du coup. Et le plus simple, c'est d'aller voir l'eau, le niveau marin. Parce que le niveau marin, l'eau, dans un verre, elle suit l'horizontale justement. Alors, je lui ai donné un nom à cette horizontale particulière qui correspond au niveau marin. On l'appelle le géoïde. Le géoïde est accessible car on peut le mesurer avec des satellites. En effet, par une technique qu'on appelle l'altimétrie satellitaire, on peut cartographier en X, Y, Z le niveau marin des mers, autrement dit le fameux géoïde. Alors comment ça fonctionne? La technique est assez simple, on prend un satellite, représenté ici dont les coordonnées sont connues à chaque temps en fait. Ce satellite va envoyer une onde radar qui va rebondir sur la surface de l'eau et remonter. Et connaissant donc la vitesse de cette onde dans l'atmosphère, on peut donc calculer la distance entre le satellite et le niveau marin qui est situé ici. En faisant ça donc plein de fois sur plein de points différents, on a donc accès à la position X, Y, Z du niveau marin, donc du géoïde. Alors quand je dis donc du géoïde, là on voit bien que le géoïde et le niveau marin, ce n'est pas la même chose parce qu'en fait, il y a un traitement derrière, puisque le niveau marin, il va dépendre des courants atmosphériques, du vent, des marées, et donc tout ça, faut le gommer pour avoir le niveau moyen en fait, qui correspond à ce géoïde en question. Et ce géoïde, je peux donc le positionner par rapport à l'ellipsoïde de référence, qui a aussi une position connue. Et donc voir si le géoïde il est au-dessus ou en dessous. Donc on a accès comme ça à la formule du géoïde, que l'on peut finalement présenter en fait sur une Terre. Ça, c'est une vue du géoïde. Alors extrapolée par d'autres techniques quand on est au niveau des continents. Nous, on a fait la technique au niveau des océans. On voit que le niveau marin et les équipotentiels de pesanteur en général ne sont pas du tout de forme ellipsoïdale. En fait, pas du tout. C'est ce qui est représenté ici. L'ellipsoïde, donc c'est une forme d'ellipsoïde, logique. Le géoïde, lui, des fois il est en dessous, des fois il est au-dessus. Il fait en fait des bosses ou il fait en fait des creux. Là, il y a un creux, par exemple, au niveau de l'Inde. Et donc, il a une forme bosselée, le géoïde. Ça signifie que notre hypothèse de Terre constituée de couches concentriques et qui est lisse, elle ne tient pas. Alors, comment expliquer les bosses et les creux? C'est ça qui va nous intéresser ici. Prenons cet exemple-là, imaginons une zone où il y a un excès de masse par rapport à côté et une zone où il y a un déficit de masse. Comment va se comporter le géoïde, l'équipotentiel de pesanteur ici? Regardons ça tout de suite. Les vecteurs G donc, sont comme ça, et quand il y a un excès de masse, ils sont déviés en direction ici de l'excès de masse. Et quand je trace ma perpendiculaire, qui est donc par définition l'horizontale, donc le géoïde s'y correspond au niveau moyen des mers, il fait une bosse. Donc quand il y a un excès de masse, finalement il y a une bosse du géoïde. Et là, je peux faire pareil, un déficit de masse, les vecteurs G, là, ils vont être déviés plutôt ici et ici où il y a de la masse, et du coup en traçant
une perpendiculaire, j'obtiens un creux. Donc finalement, le géoïde il est bosselé et ça s'interprétera très bien par des excès ou des déficits de masse. En fait, on peut distinguer plusieurs types d'ondulations du géoïde. Il y a ce qu'on appelle les grandes ondulations, là, c'est ce qui est représenté là, de l'ordre de 2000 km. Et ensuite, à l'intérieur de cette ondulation, j'ai aussi des petites ondulations. Donc j'ai deux longueurs d'onde en fait. J'ai des variations à petite longueur d'onde ici, c'est l'ordre de 3 mètres à peu près au niveau du niveau marin, et des variations à grande longueur d'onde, ce que je voyais tout à l'heure quand j'avais le creux ou la bosse au niveau de l'Islande, qui là sont d'à peu près 100 mètres au maximum, quoi. Alors les ondulations à grande longueur d'onde sont à rechercher dans le manteau. On verra ça dans le cours J2. Là, je vais me focaliser sur les ondulations à petite longueur d'onde. Alors, les ondulations à petite longueur d'onde sont tout à fait corrélées au relief sous-marin en fait. C'est logique. J'avais dit que tout à l'heure, si la Terre elle était toute lisse, j'aurais donc des ellipsoïdes. La Terre, elle n'est pas toute lisse. Par exemple, au niveau des dorsales, il y a une montagne. Au niveau d'une fosse océanique, ben justement, il y a un déficit de masse. Et donc, ça se répercute là-haut, sur le géoïde, sur la surface de la mer, du coup. La mer, en fait, elle a une petite bosse ici. Si je prends un bateau, là, hop, petite bosse, et puis je redescends. De quelques mètres, hein, c'est tout. Hein. Là, il y a une dorsale. Donc là, j'ai de la matière, j'ai de la croûte océanique qui est plus dense que l'eau qui est à côté. Et du coup, ben, effectivement, j'ai une bosse. Et là, c'est pareil. Là, j'ai de l'eau, alors qu'à côté, j'ai de la croûte et de la croûte. Donc, j'ai un déficit de masse, donc j'ai un creux. Le géoïde à petite longueur d'onde lui donne ainsi accès au relief sous-marin. Alors sur les cartes du géoïde, justement, bah, on voit du coup le relief sous-marin. Hein. Donc ici, sur cette carte au niveau de l'océan Pacifique, on voit effectivement sur ce géoïde des creux qui correspondent tout à fait aux fosses de subduction que l'on a ici et ici. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que la dorsale qui est une montagne, eh ben, elle ne se voit pas bien du tout. Elle ne se voit pas bien du tout, ça c'est pas très logique. Mais justement, c'est intéressant pour nous. Parce que cette mauvaise corrélation nous dit qu'il y a autre chose. Et donc effectivement, on va expliquer ça. Alors j'ai besoin d'un prérequis qui est important pour ça, hein, c'est que la densité, elle diminue quand la température augmente. C'est exactement ce qui se passe chez nous. Hein. Quand on est sur un radiateur, on est en bas d'une maison par exemple, le radiateur chauffe l'air, l'air du coup sa densité va diminuer et l'air chaud va monter en direction des chambres. Alors connaissant ce prérequis important, je peux expliquer pourquoi ici, au niveau du géoïde, je ne vois pas de bosse au niveau de la dorsale pacifique. Effectivement, donc ça c'est ce que j'observe. Moi je m'attendrais à avoir une bosse, mais en fait, cette dorsale c'est une dorsale rapide, et il y a un autre effet qui se surajoute, c'est ce qu'on appelle l'effet densité. Il fait très chaud là-dessous, très très chaud. Et du coup, la matière, le manteau à cet endroit-là, il est peu dense par rapport à côté. Et du coup, il nous fait un déficit de masse, d'où un creux. Et cet effet densité, cet effet topographique, en fait, vont s'annuler. Ce qui fait que je vais voir rien du tout, ni une bosse, ni un creux, au niveau de cette dorsale pacifique, dorsale rapide, donc très chaude au niveau de l'axe. Bilan de ce qu'on vient de voir concernant l'étude du géoïde. Donc on a montré que cette étude du géoïde, par gravimétrie, nous permet de préciser la répartition des masses dans la Terre, et notamment donne accès au relief sous-marin. On a montré que le géoïde présentait des bosses et des creux par rapport à l'ellipsoïde, et justement ces bosses et ces creux permettent de refléter les excès et les déficits de masse dans la Terre. Dans une deuxième partie, maintenant, on va laisser tomber toutes ces histoires d'équipotentiel ou de forme, et on va maintenant focaliser sur les valeurs de G, qu'on obtient par gravimétrie toujours. Et comme précédemment, on va donc comparer les valeurs de G obtenues dans la vraie vie par rapport au modèle initial, qui est le modèle de Terre constituée de couches concentriques homogènes et de Terre qui tourne. Si on trouve les valeurs G réelles qui sont les mêmes que les valeurs G théoriques attendues par le modèle, ceci signifiera que le modèle est juste, et si ce n'est pas le cas, il faudra changer ce modèle justement. Alors allons-y. Donc si la Terre était constituée de touches concentriques homogènes, qu'elle était parfaitement lisse et qu'elle tournait, je pourrais calculer sur l'ellipsoïde de référence les valeurs de G. Les G attendus d'après ce modèle, les G théoriques on dit. Donc il faut que j'applique ma formule qui est ici, et je retrouverai une valeur ici, une valeur ici, une valeur ici, etc. J'ai représenté ça là-dessous. Donc Terre constituée de couches concentriques homogènes, parfaitement lisses. Voilà la valeur de G attendue ici, la valeur de G attendue ici. Les valeurs, là, je les ai inventées, bien sûr, juste pour illustrer le propos. En fait, la Terre, elle n'est pas lisse.
puisqu'il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des mers, hein. Donc je vais modifier ceci. Alors je m'explique. Donc si la Terre elle était lisse, constituée de couches concentriques homogènes, la valeur de G en ce point, ce serait 980,100. C'est ma valeur inventée de tout à l'heure. Or, il y a une montagne ici. Quelle est la valeur de G que j'attends ici? Réfléchissons un petit coup. Si là c'est 981, ça veut dire que là-haut, je m'éloigne, je vais en direction de l'espace, donc ce sera un petit peu plus petit. Et plus je m'éloigne de ce point, plus ce sera petit, la valeur de G. Donc, pour savoir le G que j'attends ici, je vais prendre ma valeur ici, 980,100, pour mon exemple concret, et je vais lui enlever quelque chose. Alors ce quelque chose, il va dépendre de l'éloignement que j'ai par rapport au point A1. Donc on peut faire un petit calcul qui est représenté sur votre figure. Et donc là, dans mon exemple, j'enlève pour une montagne qui est à 3000 mètres d'altitude 0,9. Et puis, c'est pas le tout. Parce que quand je fais ça, j'ai aussi là de la matière. Et cette nouvelle matière que je n'avais pas avant dans mon modèle de terre lisse, il est présent. Et cette matière, elle va attirer, en fait. Elle va générer donc un changé aussi. Donc là, je vais faire une deuxième correction où je vais rajouter quelque chose, ici en violet, pour dire que, oui, je prends en compte la nouvelle matière ici que je n'avais pas précédemment. Donc je fais ce qu'on appelle en premier une correction à l'air libre, et après je fais ce qu'on appelle une correction de plateau. Et je fais aussi une correction topographique, que là je n'ai pas représentée, qui prend en compte les masses qui sont à gauche et à droite. Ça, c'était mon exemple 1 pour expliquer quand je suis au niveau d'une montagne. Imaginons maintenant que je sois ici, sur la mer. Quel est le G théorique attendu ici? Sachant que si ma Terre était constituée de couches concentriques homogènes et qu'elle était lisse, la valeur de G ici, ce serait 980,200 sur mon exemple. Voyons voir ça. Donc ici, je me rapproche du centre de la Terre. Du coup, G augmente puisque G est, la gravité dans sa formule, il y a divisé par R au carré. Donc le R, il est plus petit maintenant puisque je me rapproche du centre. Donc je vais augmenter G, je vais faire une correction à l'air libre qui est positive. Et puis, avant ici j'avais de la matière, maintenant j'ai moins de matière ici, j'ai de l'air quoi. Donc ça attire moins par rapport à mon cas initial. Donc je vais faire une correction de plateau qui est négative. Une correction topographique que moi je n'ai pas envie d'aborder ici. Et donc maintenant, finalement, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu, si la Terre elle est constituée de couches concentriques homogènes, que ma dernière couche elle est homogène mais qu'elle a des creux et des bosses, je peux déterminer quel est le G théorique attendu en chaque point de ma topographie. C'est le fameux G théorique corrigé. Là, j'ai fait donc des corrections de 3 types. Bon, maintenant, je peux faire ce qui m'intéresse, comparer la vraie vie avec ce que j'attends d'après ce modèle. Et quand je compare, j'ai pris des exemples de valeurs fictives ici, je me rends compte que ce n'est pas la même chose. Le vrai G que je mesure, le G réel, ici par exemple, il est plus petit que celui que j'attends, d'après mon modèle, Terre constituée de couches concentriques homogènes avec la dernière couche ayant des bosses et des creux. Au niveau d'ici, j'obtiens au contraire un G réel qui est plus fort par rapport à celui-ci. Donc ça, on dit que j'ai une anomalie, on dit. Alors, l'anomalie, c'est G réel moins G théorique. Par exemple, au niveau de la montagne, mon anomalie, elle est négative. Le G réel, il est trop petit par rapport au G théorique. Alors cette anomalie s'appelle l'anomalie de Bouguer. Au niveau des mers, ce que je vois, c'est qu'il y a une anomalie positive ici. Et au niveau du point A3, là, j'ai pas d'anomalie. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours dans le même sens. Comment les géologues ont-ils expliqué ça? Ils ont proposé un nouveau modèle. Notre modèle initial, c'était celui-ci, Terre constituée de couches concentriques. Alors, à l'époque, on ne connaissait pas la croûte, le manteau, pas du tout. On avait juste des couches, quoi. Là, j'ai mis croûte, manteau juste pour illustrer avec les connaissances actuelles. Alors, nous, on avait donc observé ceci, qu'il y avait des anomalies, et donc on a proposé des nouveaux modèles. Alors, les géologues, il y en a eu plusieurs. Donc, par exemple, Pratt, lui, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a dit, bon,
Si au niveau des montagnes, j'ai pas assez de masse, ben, il suffit qu'au lieu de mettre une densité commune de 2,8 là-dessus, ben, je mette une densité plus faible ici. Comme ça, là, j'aurai bien moins de masse par rapport ici. Comme ça, si c'est ça la réalité, ben, le G réel que j'obtiendrai ici, il sera du coup plus petit que le G théorique attendu d'après mon ancien modèle, quoi. Et puis quand on est sur des creux, il a mis une grande densité. Ça, c'est une première possibilité. C'est de faire varier la densité au sein d'une même couche, quoi. Eri, lui, il a proposé autre chose. Il a dit, ben non, on va garder cette même densité ici. Par contre, au niveau des bosses, eh ben, on n'a qu'à mettre une anti-bosse, un peu comme ça, ce qu'on appellera nous une racine cristal. Et puis ben, ici, l'inverse, quoi. Et ça marche bien, puisque ben, si je fais ça, je comprends bien que le G que je vais mesurer pour de vrai ici, ben, il sera plus petit que le G que j'attendais par ce modèle. Donc il y a eu deux écoles en fait. Et ce qui est intéressant encore ici, c'est que bah, maintenant on sait la réalité puisqu'on a des techniques pour voir tout ça, quoi. Et on se rend compte que bah, les deux avaient assez raison, hein. Par exemple, quand je prends le modèle de lithosphère actuel, hein, la lithosphère étant constituée donc d'une portion de croûte et d'une portion de manteau, et ben je vois que Eris s'y retrouverait, on peut dire, en quelque sorte, parce que la croûte qui a une densité faible, et ben au niveau des montagnes, il y a une racine crustale, hein, qui fait que le G réel est plus petit que le G théorique attendu s'il n'y avait pas cette racine, et qu'au niveau de la croûte océanique, ben c'est l'inverse. Ça reflète bien ce qu'avait proposé Eri. Et puis Pratt s'y retrouve aussi un petit peu, hein, puisque au niveau de la croûte, la croûte océanique elle a une densité plus forte que la croûte continentale. Ce qui explique pourquoi, par rapport au modèle initial aussi, le G réel que j'observe au niveau d'une croûte est plus grand que le G théorique attendu avec mon modèle initial. En fait, les nouveaux modèles qui ont été proposés ici pour expliquer les anomalies de Bouguer sont tout à fait logiques d'un point de vue physique. Alors, en effet, on sait que la lithosphère, elle repose sur l'asténosphère en équilibre archimédien ou équilibre isostatique. L'asténosphère étant à l'échelle géologique un fluide. Alors qu'est-ce que ça veut dire reposer à l'équilibre archimédien? C'est exactement comme les glaçons, quand on les met, ils reposent donc sur de l'eau, hein, comme ici dans un verre d'eau. Et c'est quoi l'équilibre? À l'équilibre, la pression en 1, le poids de la colonne qui appuie ici, est égal à la pression en 2, le poids de toute cette colonne qui appuie est égal à la pression en 3, sur cette surface en pointillé qu'on appelle la surface de compensation. Sur cette surface, donc, les pressions sont égales. C'est ce qui est représenté ici, P1 égale P2 égale P3. Dessous la surface, tout est homogène. Ici, c'est de l'eau dans mon analogie. Alors, c'est égal à quoi ces pressions? C'est la loi physique, hein. D de P égale ρ G dz. Si ρ est constant et G est constant, ça fait P égale ρ fois G fois Z. Z, c'est la hauteur. Donc, c'est ce qui est représenté ici. Si vous ne connaissez pas encore la formule physique, c'est quand même logique, hein. Là, c'est quoi qui appuie? C'est proportionnel à la masse volumique de l'eau ici, fois G fois H1. Plus H1 est grand, plus effectivement ce qui va appuyer ici est lourd. La pression en 2, c'est ce glaçon qui appuie, donc ρ glace fois G fois H2, plus ce petit morceau d'eau qui appuie. Ρ de l'eau, cette fois-ci, fois G fois H3. Et en P3, c'est la même chose, quoi. Et donc, nous, quand on fait ces égalités de pression, qu'on utilisera d'ailleurs dans les exercices, on fait sauter le G, puisqu'il s'annule, hein, puisqu'il est de chaque côté. Et donc, ça équivaut finalement à la densité de l'eau ici fois la hauteur de l'eau est égale à la densité de l'eau fois la hauteur ici, plus la densité de la glace fois la hauteur ici, et puis pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est effectivement nous ce que d'ailleurs on utilisera dans les exercices plus tard. Et donc, ce qui se passe ici à l'échelle du glaçon qui flotte sur l'eau, c'est la même chose au niveau de la lithosphère qui flotte sur l'asténosphère, qui flotte entre guillemets, hein. L'asténosphère n'est pas du tout liquide. Et effectivement, on voit bien que le modèle initial qu'on avait proposé n'était pas du tout viable, hein. Il n'était pas du tout à l'équilibre en fait. On voyait bien que ici, à cet endroit-là, hein, si dessous on considère que c'est un fluide à l'échelle géologique, que ici s'appuyait bien plus, la pression de cette colonne était bien plus grande que la pression de la colonne ici, qui était bien plus grande que la pression de la colonne ici. Donc c'était pas viable, et c'est d'ailleurs avec cette idée que Pratt et Eri ont proposé ce qu'ils ont proposé et ce qu'on a vu précédemment, quoi. Alors effectivement, on peut modéliser, hein, de la même façon ce qu'on a vu tout à l'heure à l'échelle de la lithosphère, hein. On peut considérer donc à cet endroit-là, on peut modéliser cette colonne de lithosphère comme un morceau de chêne qui représenterait le manteau lithosphérique, un morceau de liège qui représenterait la croûte continentale de faible densité, et la croûte océanique, on la modéliserait par un morceau de pin qui est un petit peu plus dense que le liège
Et le manteau lithosphérique, lui, se serait représenté encore par du chêne. Et effectivement, là-dessous, la pression est constante. Ça, c'est un bon modèle analogique de ce qui se passe au niveau de la lithosphère et de ce qu'on a pu voir avec les modèles que l'on a actuellement issus de Pratt et de Héry. Alors, dans les exercices classiques d'isostasie, et bien effectivement, qu'on va voir tout de suite, on fait intervenir cet état d'équilibre des pressions et ça nous permet de calculer des profondeurs de racines crustales ou d'antiracines par exemple. Alors voyons ici un exemple d'exercice type que l'on peut vous demander et qui utilise l'égalité de pression sur la surface de compensation, à savoir donc l'équilibre archimédien. Alors pour plus de précision sur ce type d'exercice, vous pouvez voir la vidéo dédiée sur les exercices qui utilisent la gravimétrie. Alors, dans cet exemple d'exercice, imaginons qu'on vous demande, au niveau du Mont Blanc dans les Alpes, qui est à 4800 mètres d'altitude, quelle est la profondeur de la racine crustale. Alors, la croûte continentale est modélisée ici par une succession de colonnes discrètes, qui sont en rose ici, et cette croûte, elle repose donc sur le manteau à l'équilibre archimédien. Alors, la racine crustale, on va poser qu'elle fait x km, et donc comment on fait pour résoudre ceci? Eh bien, on va déjà placer une surface de compensation, sachant que dessous tout est homogène, dessous ce serait du verre du manteau à densité égale 3,3, et donc je vais poser que sur cette surface, la pression est constante. Au point A, la pression est la même qu'au point B. Et donc quelle est la pression au point A et au point B? Alors, au point A, la pression ce sera donc cette hauteur-là en rose, fois 2,7, plus cette hauteur-là, fois 3,3. Alors cette hauteur-là, je vais l'appeler Y. À vrai dire, peu importe parce que tout va s'annuler comme on va le voir. Donc la pression ici, qui est donc 3,3 fois Y, plus 2,7 fois 4,8 plus 40 plus X, c'est ce qui est là, c'est égal à la pression ici, qui est donc 2,7 fois 40 plus tout ça c'est X plus Y, le tout fois 3,3, c'est ce qui est là. Je vais résoudre, j'ai qu'une seule inconnue parce que les Y ils vont sauter justement, donc je peux résoudre et je vais tomber sur X. Voilà qui est fait, je trouve x égale 21,6. Du coup, j'ai la profondeur de la racine crustale par rapport à une croûte typique de 40 km, donc c'est 21,6 km plus bas ici. Alors la surface de compensation, je l'ai placée là, j'aurais pu la placer à cet endroit ici, ça ne changeait rien, mon y il aurait été plus petit mais il se serait annulé, j'aurais pu la placer en dessous, et j'aurais pu aussi, le plus simple, c'était quand même de la placer à cet endroit-là, de telle sorte que j'ai même pas besoin de faire intervenir des y. Par contre, je la place surtout pas au-dessus, parce que si je la place au-dessus, je ne respecte pas du tout ce que j'attends d'une surface de compensation, à savoir que dessous, tout est homogène. Donc non, la limite, c'est où il y a les pointillés. Alors, petite remarque, quand même, quand on fait ces exercices, vous avez vu que là, on a considéré que la croûte, elle est en équilibre archimédien sur le manteau. Dans la réalité, dans la vraie vie, c'est pas ça. C'est la lithosphère qui est en équilibre archimédien sur la sténosphère. Mais dans les exercices, souvent, ils font ça. C'est pas très rigoureux, mais c'est assez classique. Donc voilà, sur la gravimétrie, on a fait le plus dur. Alors avant de finir, deux petites remarques quand même. Deux petites remarques. Alors la première, ça va concerner ce qu'on appelle les anomalies à l'air libre. Alors je resitue, là qu'on avait fait donc les anomalies de Bouguer, on comparait le G réel mesuré en B1 par rapport au G théorique attendu en B1, que j'ai moi-même estimé à partir du G sur l'ellipsoïde en faisant deux corrections. Vous savez, la première correction à l'air libre, la deuxième correction qui est la correction de plateau. Et en comparant le G réel avec le G théorique, là je les compare et j'ai moins 0,33, et je disais, il y a un déficit de masse par rapport au modèle initial, du coup il faut que je le change, et du coup il faut que j'enlève de la matière ici, et du coup par exemple je peux faire une racine crustale avec une densité plus petite que la densité qu'il y aurait normalement ici. Donc ça c'est ce qu'on a déjà fait, quoi. On peut aussi, si on veut, faire uniquement la première correction. Dans ce cas, on ne parlera pas d'anomalie de Bouguer, on parlera d'anomalie à l'air libre. Quand je vais comparer mon G réel, 982-200 ici, par rapport au G donc corrigé, mais que du premier terme, comme si on n'avait fait que la moitié du travail. Dans cet exemple-là, j'ai 0. J'ai souvent 0 en fait. Alors ça, on va l'admettre. Quand cette anomalie à l'air libre, elle est nulle, ça veut dire que la région, elle est à l'équilibre isostatique. Ça veut dire que c'est l'équilibre archimédien de tout à l'heure, qu'on avait considéré dans notre exercice. Alors dans certains cas, ce n'est pas le cas. Là par exemple, on n'a qu'à dire, c'est un exemple fictif au niveau de la mer ici. Quand je fais mon anomalie de Bouguer, je trouve qu'elle est positive. J'en déduis donc qu'il y a un excès de masse par rapport au modèle théorique initial de terre comme ça de couches concentriques homogènes, sachant que la première, elle n'est pas lisse.
Et donc j'en déduis que je change le modèle. Par exemple, je peux faire remonter le mot pour rajouter quelque chose qui est plus dense, quoi. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et là, si je fais la correction que du premier terme, c'est un exemple inventé que j'ai fait. Et bien des fois, je ne trouve pas 0. Dans ce cas, c'est que la région, elle n'est pas à l'équilibre. Et quand c'est positif, ça veut dire que le G réel, il est plus grand que le G théorique attendu si j'étais à l'équilibre. Donc là, le G, il est trop fort. En fait, la région, elle est trop au-dessus de la surface de compensation, elle est trop lourde. Et donc la région, elle va tendre à couler pour tendre vers l'équilibre. Donc ça, c'est ce qu'on utilisera, nous, bien dans le cours G2 pour expliquer les mouvements verticaux. Donc il fallait que je parle, c'est fait ici, de ce qu'on appelle les anomalies à l'air libre. Deuxième point abordé, c'est le fait que quand on parle d'équilibre isostatique, en fait, cet équilibre n'est pas local, il est régional. Donc effectivement, en surface, il y a plein d'accidents. Si l'équilibre, il était vraiment en tout point de la surface, et ben dessous, le mot, il suivrait tous ces accidents de telle sorte que P égale constante, quoi. Comme si là, j'avais plein de petites colonnes et que je devais faire comme mon exercice tout à l'heure. En réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. En réalité, c'est lissé en dessous, comme ceci. Et donc la pression, elle n'est pas en chaque point constante. Elle est globalement constante, si je fais des choses assez larges. Par contre, on a un point précis, par exemple au point P2 ici, et ici, toute la colonne, elle sera plus lourde que si je me place juste à cet endroit-là et que je refais la même chose, où là, la pression sera plus petite. Donc nous, ce qu'on retient, c'est que dans une région à l'équilibre isostatique, en fait, c'est un équilibre qui est plutôt régional, plutôt que local. Et donc, c'est vrai que quand je regarde les anomalies à l'air libre, j'ai des petites fluctuations. Des petites fluctuations. Alors, c'est proche de 0. Par contre, des petites fluctuations qui matérialisent finalement le relief. Par exemple, ici, là, pile en ce point B2, là, j'aurai une petite anomalie à l'air libre positive qui me dit qu'il y a un petit excès de masse à cet endroit-là. Mais quand je vais juste à gauche ici, j'aurai une petite anomalie qui est négative, qui me dit que là, il y a un déficit de masse. Et quand je fais la moyenne de tout ça, grossièrement, l'anomalie est nulle, quoi. Alors ça, c'est logique, on peut faire exactement l'analogie avec un enfant qu'on met sur un tapis de piscine, c'est le même principe, ou en géologie un volcan qu'on pose sur un morceau de lithosphère. Donc là, je suis à l'équilibre, il y a une flexion qui se fait, et en fait, le poids en 2, il est plus grand que le poids en 3. Clairement, puisque là, j'aurai de l'eau, alors que là, j'ai un morceau de croûte, quoi. Comme ici, le poids de l'enfant quand je vais dessous l'eau à cet endroit-là, il est plus grand que la pression exercée en ce point-là. Donc c'est quelque chose qui est régional en fait, plus que qui est local. Donc finalement, dans le bilan de ça, on peut dire que l'étude des valeurs de G, ça a permis de montrer que la lithosphère elle est en équilibre sur la sténosphère. Les anomalies de Bouguer, ça nous permet de proposer des modèles de structure de la lithosphère, comme on a pu le voir précédemment. Et l'étude des anomalies à l'air libre, on l'a un petit peu admis ici, ça va nous dire si une région elle est à l'équilibre isostatique ou pas. Quand l'anomalie à l'air libre est proche de 0, plus ou moins 50 milligales en gros, c'est que la région elle est à l'équilibre. Bon, avec toutes ces données, maintenant on peut analyser différents types de documents. Alors là, je présente un seul document qui nous montre des anomalies de Bouguer et des anomalies à l'air libre au niveau d'une dorsale océanique. Alors c'est intéressant parce qu'il y a les deux à la fois. Alors si je regarde les anomalies de Bouguer par exemple, je vois que l'axe de la dorsale est ici, que elles sont positives. Ça signifie que si je prends mon modèle initial qui est ici, donc quelque chose qui est peu dense, qui repose sur quelque chose qui est dense et les couches sont concentriques homogènes, seule la première a des fluctuations topographiques, je me rends compte qu'il ne marche pas ce modèle, puisque au niveau de la dorsale, et même de part et d'autre, j'ai une anomalie positive. Donc on va changer le modèle en fait, et le nouveau modèle qu'on a mis, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est en remontant ici le mot, on arrive à mettre quelque chose qui est dense, alors qu'avant c'était quelque chose qui n'était pas dense. Et donc on arrive à expliquer pourquoi le G réel observé, il est plus grand que le G théorique attendu d'après ce premier modèle, quoi. Je me rends compte aussi qu'au niveau de la dorsale, de l'axe, ces anomalies sont bien positives, mais elles sont plus faibles. Par exemple, là, l'anomalie, elle est de 150 à 200, alors que de chaque côté, elle est plutôt de 300. Alors comment on peut expliquer ça? Soit on se dit, au niveau de la dorsale, on n'a qu'à faire baisser un petit peu le mot pour mettre une matière qui est peu dense par rapport à une matière qui était dense ici. Ça peut tout à fait se faire. Alors c'est pas ce qui se passe dans la réalité. Le mot il descend pas au niveau de la dorsale. Non, non. La réalité c'est que dessous, il y a plutôt du manteau qui est peu dense, du fait de sa chaleur, voire le cours sur le magmatisme et la création de lithosphère océanique, comme on le voit ici avec la densité donc sous la dorsale du manteau peu dense,
Et du coup, ça nous fait un petit déficit de masse à cet endroit-là qui explique pourquoi l'anomalie, elle est plus faible en fait. Alors ça, c'est quand j'ai fait l'anomalie de Bouguer. Après, je peux regarder l'anomalie à l'air libre. Je vous rappelle qu'elle ne me montre pas du tout la même chose. Elle me dit juste si la région elle est à l'équilibre ou pas. Bah, je vois qu'elle fluctue. Elle fluctue autour de zéro, hein, dans les plus ou moins 50, c'est bon. La région ici, elle est à l'équilibre isostatique. Donc voilà des bons exemples pour expliquer comment j'utilise les deux types d'anomalies. On peut aussi, à une échelle bien plus petite, dans la prospection par exemple, utiliser aussi les anomalies. Donc les géophysiciens, par exemple, là ce qui vous est représenté, c'est une anomalie de Bouguer, et on voit que l'anomalie ici, hop, elle est plus petite pile à cet endroit-là. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, il y a un déficit de matière, déficit de masse. Et donc ça, par exemple, ça peut nous signer au sein d'une croûte continentale la présence, par exemple, d'un dôme de sel dont la densité serait plus petite que la densité de part et d'autre. Alors, dernière technique géophysique à aborder, c'est la technique de la tomographie sismique. Alors, cette technique, elle permet de cartographier à différentes profondeurs les hétérogénéités du manteau, hétérogénéité de densité. Alors, le principe de la méthode, il est simple, c'est de comparer les vitesses réelles des différentes ondes donc reçues lors d'un séisme par de nombreuses stations et de comparer ça avec les vitesses théoriques attendues d'après mon modèle PREM, à savoir modèle PREM, c'est si la Terre est constituée de couches concentriques homogènes. Alors les vitesses à différentes profondeurs, je les ai. On les avait quand on avait vu le modèle PREM. Ça signifie que par exemple, si je prends un séisme qui a lieu en A et que je l'observe en A', l'onde, je peux dire, bon ben là il y a une onde qui est venue jusqu'en A', cette onde elle est passée donc ici, puis là, puis là, puis là, et pour toutes les profondeurs, je connais sa vitesse. Donc en intégrant, je peux dire, ben oui, l'onde elle arrivera ici à au temps T1, que je peux calculer grâce à ça. Et si j'observe la réalité, et ben dans cet exemple, par exemple, on n'a qu'à dire que l'onde, elle arrive effectivement à T1, donc je dis c'est bon, mon modèle PREM est parfait, je connais les vitesses en chaque point des profondeurs, tout va bien. Alors ce qui va se passer, c'est que des fois ça ne marche pas. Par exemple, le séisme qui a lieu en D ici, et ben, il devait arriver d'après mes calculs au temps T1, et je me rends compte qu'il arrive au temps T1 plus, je sais pas, 0,5 secondes. Donc je vais dire quoi? Je vais dire, ah, sur mon modèle, il y a un petit problème, mon modèle PREM, il y a un endroit où l'onde, elle a été ralentie visiblement. Alors je ne sais pas où, hein. Peut-être que c'est là, peut-être que c'est là, etc. Et donc l'idée, c'est de faire ça pour plein, plein, plein de séismes. Et alors là, moi, j'ai mis les ondes où, effectivement, il y a eu à un moment un ralentissement. Et les ondes qui sont en noir, j'ai fait les ondes qui n'ont pas été ralenties par rapport au modèle. Et donc, une fois que j'ai ça, je peux cartographier, je peux placer une région qui serait responsable de ce ralentissement. Et donc dans cet exemple-là, je vois que si je mets une région qui est chaude ici, donc peu dense, je peux tout à fait expliquer pourquoi en D', E', F', G', j'obtiens des temps d'arrivée qui sont un petit peu décalés par rapport au temps attendu par mon modèle. Je ne peux pas le placer ici parce que si je le place ici, A' serait aussi ralenti du coup, hein, ce qui n'est pas le cas. Et donc en faisant ça sur l'ensemble du manteau et avec plein de séismes, hein, on peut comme ça cartographier des petites zones. Et donc ces petites zones, on va les mettre en rouge quand elles ralentissent par les vitesses, hein, par rapport au modèle de manteau moyen, et je les mettrai en bleu quand au contraire les ondes sont accélérées. Ceci nous donne les résultats classiques, hein. Alors chaque petit pixel est une petite zone, un petit volume sur lequel j'ai pu faire mon calcul en fait. Et donc je vois par exemple ici qu'à 100 km de profondeur, parce que je fais tout le manteau, hein, donc je le vois dans les trois dimensions. Quand je représente ça sur une carte, je peux le représenter donc à une certaine profondeur. Là je vois qu'à une certaine profondeur de 100 km, tout ici, les ondes ont été ralenties de 3% ou de 2,5%. Donc c'est une zone que je qualifie de chaude. Je vois ici pareil, ça correspond tout à fait au dorsal d'ailleurs au passage, hein, c'est pas mal. Et puis à certains endroits, au contraire, les ondes ont été accélérées. La vitesse est 3% plus élevée que la vitesse attendue d'après mon modèle PREM. Alors je peux représenter comme ceci. Je peux aussi représenter en coupe. C'est souvent ce qu'on fait au lycée. Donc là, j'ai une coupe qui va jusqu'au Japon. Et là, je vois donc sur l'ensemble du manteau, que par exemple, là, j'ai une petite zone qui est plus chaude que ce qui est attendu. On fait le raccourci entre vitesse ralentie et chaleur. Et puis, j'ai une zone ici qui est plutôt bien bleue, jusqu'à là, hein, qui nous dit que là, les ondes sont accélérées. C'est comme ça qu'on peut mettre en évidence, justement, et qu'on a prouvé les zones de subduction. Là, il y a une subduction à cet endroit-là.
à cet endroit-là aussi, voire le cours G2. Bon, finalement, on a enfin fini ce grand 1 et qui nous a dit donc que grâce aux ondes sismiques, on a obtenu un modèle radial de premier ordre et grâce aux études gravimétriques et à la tomographie sismique, on a pu préciser ce modèle, notamment au niveau de la couche superficielle avec la lithosphère et notamment par la tomographie aux hétérogénéités que l'on peut trouver dans le manteau. Passons au grand 2, la composition de la Terre. On va montrer que les différentes enveloppes se distinguent par des compositions minéralogiques spécifiques. Alors, première enveloppe, l'enveloppe superficielle, la croûte terrestre. Alors elle est silicatée, elle se divise en croûte continentale et croûte océanique. Ces deux se différenciant par leur composition chimique. Alors, prérequis déjà, on parle de croûte continentale et de croûte océanique. Alors, première chose à dire en prérequis, c'est que les limites continent-océan de la géographie, ça ne se superpose pas avec les limites continentales et océaniques quand je parle des croûtes ou des lithosphères. Alors effectivement, j'ai pris cet exemple ici de l'Afrique jusqu'aux Antilles. Donc bien sûr que la limite terre-eau géographique, elle est à l'endroit où il y a le petit pointeur ici, alors que ma limite lithosphère continentale, lithosphère océanique, qui est une limite de composition, comme on le verra plus tard, elle n'est pas du tout là. Elle est ici, la limite. Et pareil à cet endroit-là. Donc là, j'ai de la lithosphère continentale, de la lithosphère océanique, de la lithosphère continentale. La partie de la lithosphère continentale qui est sous l'eau, on appelle ça une marge. Donc c'est la marge continentale qui est constituée d'une zone où il y a une faible pente, le plateau, et d'une zone où il y a une forte pente, le talus. À la fin, le glacis, c'est la jonction entre les deux croûtes océaniques et continentales. De la même façon, il ne faut pas confondre ça avec les plaques. Les plaques, c'est carrément autre chose. Une plaque lithosphérique, c'est défini, c'est délimité par des séismes. Là, j'ai plein de séismes à cet endroit-là, et puis là, j'en ai pas jusqu'au bout. Donc tout ça, c'est la même plaque. C'est une plaque qui est à la fois continentale et océanique. Et là, j'ai des séismes, et là, j'ai des séismes à cet endroit-là. Donc là, ça me définit une autre plaque que j'ai appelée la plaque 1. Ici, j'ai la plaque 2. Donc, les notions de océan, continent géographique, ce n'est pas la même chose que croûte océanique, croûte continentale, et ce n'est pas du tout la même chose que les plaques lithosphériques. Quand les marges continentales ici sont stables, ça veut dire qu'il n'y a pas de séisme. On parle de marge stable, c'était le cas ici. Et quand il y a des séismes, on appelle ça une marge active. Un exemple concret de marge continentale stable, c'est vers chez nous. Donc nous on est ici, donc ça c'est le continent émergé, ça c'est du continent mais qui est sous l'eau, c'est notre fameuse marge continentale passive, avec son plateau et son talus. Tout ça c'est donc de la croûte continentale. La croûte océanique, elle est située où il y a le bleu. La Manche, c'est donc une espèce de flaque d'eau, mais ce n'est pas du tout, même s'il y a une mer, de la croûte océanique. Alors, passons, maintenant qu'on a fait ces prérequis, à la composition de cette croûte océanique et de cette croûte continentale. Alors, la croûte océanique, on va voir qu'elle est globalement silicatée et de composition basaltique. Ça veut dire qu'elle contient peu de SI, peu d'alcalin, et beaucoup de fer et beaucoup de magnésium. Alors comment on fait pour étudier cette croûte océanique? On a différentes techniques. On a la sismique réflexion et réfraction qui nous permettent, c'est ce qu'on a ici, de voir qu'il y a différentes couches qui ont des vitesses différentes de propagation des ondes sismiques. On peut utiliser les ophiolites qui sont des morceaux de lithosphère océanique qui ont été charriés sur le continent. On peut marcher dessus et observer directement les différents types de roches. On se rend compte par exemple qu'on a des péridotites, c'est le manteau, puis qu'on passe sur des gabbros, puis qu'on passe sur des basaltes, puis qu'on passe sur des sédiments océaniques. Donc là, on a directement affaire à de la croûte océanique, et même à sa partie manteau qui est située dessous, directement à l'air libre. Et en faisant les études sismiques in situ, on fait la corrélation avec ce qu'on observe pour de vrai quand on fait nos études sismiques en pleine mer. On a donc les différentes couches, sédiments, dessous basalte, dessous gabbro et dessous péridotite, avec le mot qui sépare les deux. On peut aussi aller directement sur place avec des sous-marins au niveau des failles transformantes et observer justement des coupes de croûte océanique, voire de lithosphère océanique à certains endroits. Et on observe exactement la même chose. C'est d'ailleurs ça qui a permis de confirmer l'interprétation au sujet des ophiolites. C'est comme ça qu'on sait que les ophiolites, ce sont des morceaux de lithosphère océanique qui sont mis sur les continents
lors des obductions et qui vont aboutir à la formation des chaînes de montagnes. Finalement, les méthodes d'étude concernant la croûte océanique que l'on vient de voir précédemment ont permis d'aboutir à un modèle de structure de la croûte océanique. Alors le modèle pétrologique est le suivant, sur donc les péridotites, j'ai ma croûte océanique qui est faite de gabbros, de complexes phyloniens de nature basaltique, de basalte en coussin et de sédiments. Alors ce modèle, là je vais très vite dessus parce qu'il sera largement revu lors des cours sur le magmatisme et la formation justement de cette croûte océanique au niveau des dorsales. Le modèle présenté ici correspond à des dorsales rapides. Et donc, quand vous aurez des dorsales lentes, ce modèle pourra être remis en question et d'autres seront plus valables en fait. Bon bilan, en surface, donc, on a des roches sédimentaires. En dessous, on a des roches magmatiques basiques qui viennent de la fusion du manteau. Ce sont les basaltes et les gabbros, qui sont donc pauvres en SI, pauvres en alcalin et plutôt riches en Fe et en Mg. Elle est donc de composition basaltique. Au niveau des lames minces, donc, on peut voir ici, c'est un petit rappel de minéralogie, donc ce qu'est un basalte. Donc, c'est une roche volcanique basique avec des olivines, des pyroxènes et du verre qui englobe des petits cristaux pyroxènes et plagioclases. Et puis dessous donc du gabbro qui a exactement les mêmes minéraux, mais là la structure elle est holocristalline, c'est une roche plutonique qui résulte d'un refroidissement qui est plus lent. En dessous, on a la péridotite, qui souvent, c'est vrai, est serpentinisée. De l'eau ayant circulé au niveau des olivines ici, donc ça fait une réaction, un hydrothermalisme ça s'appelle, et l'olivine s'est transformée en serpentine. À ce stade, on peut donc commencer notre modèle de structure minéralogique du globe terrestre en mettant donc ici la croûte océanique. Le mot d'une croûte océanique, il est plutôt à 6 km par rapport à la moyenne de 30 qu'on avait indiqué précédemment. Et il y a donc des roches sédimentaires en surface, du basalte et du gabbro en dessous. Passons à la croûte continentale. Alors, la croûte continentale, on peut aussi l'étudier par les méthodes de sismique expérimentales. On peut aussi faire des forages qui vont aller plus profondément que pour la croûte océanique, même si on a du mal à dépasser les 10 km alors qu'on aimerait aller jusqu'à 30. Et on peut aussi faire des échantillonnages avec de la croûte à l'affleurement ou via des enclaves. Alors quand on regarde la sismique, c'est quoi les résultats? Là on a un profil de sismique réflexion, on voit que la croûte on peut la diviser en plusieurs parties finalement. Alors la première partie c'est celle qui est en surface ici, avec tous ces accidents et puis ces discontinuités assez horizontales. Ça, c'est ce qu'on appelle la pellicule superficielle de la croûte supérieure. En dessous, on a quelque chose où il y a très peu de réflecteurs, qui est noté B ici. Ça, c'est ce qu'on va appeler la croûte supérieure. Elle est indiquée transparente, c'est pour dire qu'il y a très peu de réflecteurs. Et en dessous, on a une croûte qu'on va appeler litée entre guillemets, qui correspond à ce qu'on va appeler du coup la croûte inférieure, représentée ici. Alors on peut échantillonner. Ce qui est représenté en vert ici, il suffit de ramasser les échantillons. La croûte supérieure, on y a accès dans les chaînes de montagne, comme le massif central, où elle affleure. Ce sera les fameux granites des massifs armoricains et du massif central. Et la croûte inférieure, on peut aussi l'obtenir. Alors là, c'est plutôt par des enclaves. Ici, c'est représenté. Si on s'imagine que là, j'ai du manteau qui remonte et qui apparaît, qui cristallise, et puis qu'après, suite à l'érosion, j'ai accès à la roche obtenue, qui ici serait un granit, et dedans, je peux avoir des petits morceaux de cette croûte inférieure qui ont été pris lors de l'ascension du magma, qui se sont retrouvés dans ce magma-là, sous forme d'enclaves qui sont plutôt anguleuses, et là, ça me permet donc d'échantillonner des petits morceaux de cette croûte inférieure. Alors, en bilan, sur cette croûte continentale, j'ai donc une pellicule de surface. Alors elle est souvent sédimentaire cette pellicule de surface. Il est aussi possible qu'il y ait des roches volcaniques, comme dans la chaîne du Puy du Massif central. Dessous, j'ai la fameuse croûte granitique. Donc l'ensemble, c'est la croûte supérieure. La croûte granitique qui est ici, alors ce sont des granitoïdes. Ça veut dire soit des granites, soit des granodiorites. Donc petite nuance entre les deux en termes de teneur en feldspath alcalin et puis éventuellement des amphiboles, voire des pyroxènes dans des granitoïdes. Et puis il y a aussi des roches métamorphiques, acides, grossièrement des anciens granites qui ont été métamorphisés. Dans la croûte inférieure, j'ai plutôt des roches métamorphiques, alors orthodérivées,
anciennes roches magmatiques, mais vu les conditions de pression et de température, elles ont été métamorphisées. Elles sont acides comme la croûte du dessus ou basiques, ça va dépendre. Sur la carte de France, je vois tout ça. La pellicule superficielle, par exemple, je la vois ici avec les couleurs bleu, vert et jaune. Ici. Les roches volcaniques de la pellicule superficielle de la chaîne du Puy, je les vois aussi. Elles sont à cet endroit-là. La croûte supérieure de type granitique, je la vois, c'est tout ce qui est dans les rouges, à cet endroit-là. Donc maintenant, je vais finir par compléter mon modèle, que voici. Donc la croûte continentale, finalement, elle a des roches qui varient selon la profondeur. Les atomes sont exactement les mêmes que ceux que j'ai trouvés au niveau de la croûte océanique, hein. Oxygène, silicium, aluminium, fer, magnésium, potassium, sodium, calcium, mais les proportions sont différentes. Il y a ici une composition qui est plutôt granitique, alors qu'avant c'était une composition qui était plutôt basaltique. Passons maintenant à la couche qui est en dessous, le manteau. La composition du manteau lithosphérique peut s'obtenir au niveau des ophiolites ou des failles transformantes ou des enclaves comme on peut le voir ici. Là on voit là c'est un basalte qui en remontant, qui vient de la fusion du manteau, a récupéré quelques petits bouts de manteau lithosphérique. Donc c'est comme ça qu'on a accès à la roche, donc c'est de la péridotite, hein, comme on le savait déjà, qui est verte parce qu'elle contient essentiellement de l'olivine. Et il y a aussi des minéraux noirs de pyroxène. Il y a un minéral accessoire qui contient de l'aluminium, hein, puisqu'il n'y en a pas dans l'olivine et très très peu dans les pyroxènes. Et ce minéral qui contient de l'aluminium varie, en fait, selon la profondeur. Hein, c'est plagioclase, spinel ou grenat. Alors ça, c'est pour le manteau lithosphérique. Pour le manteau qui est en dessous du manteau lithosphérique, on n'a pas accès aux différentes roches. Or, pour rappel, on avait mis en évidence précédemment l'existence de deux sauts de vitesse à l'intérieur du manteau, hein, qui avait permis de définir donc la zone de transition, donc deux discontinuités ici à 400-670 km. Et la question qu'on peut alors se poser, c'est de savoir comment expliquer ces deux sauts de vitesse. Est-ce qu'on peut les expliquer par des changements de composition chimique ou minéralogique, hein, comme on avait expliqué la différence entre la croûte et le manteau par un changement de nature de roche, d'où une discontinuité, un changement de vitesse, ou est-ce qu'on peut les expliquer différemment? Alors en fait, des expériences de laboratoire ont permis de montrer que ces deux sauts de vitesse, ils peuvent s'expliquer d'une façon bien plus simple, à savoir par un changement de phase de l'olivine, puis par sa dissociation suite à l'augmentation de profondeur. Alors ce résultat, il a été obtenu grâce à des expériences qui font intervenir des cellules à enclume de diamant, comme on le voit ici. Alors l'idée, c'est la suivante. On prend un échantillon de péridotite avec l'olivine à l'intérieur, hein, bien sûr, et puis on va le chauffer. Hein. On va lui appliquer un chauffage laser ici. Donc on va lui appliquer des températures qui règnent à 400, 500, 600 km de profondeur. Et en même temps, on va le serrer hein, avec des diamants qui sont très résistants, qui ne vont pas casser quand on va serrer. Et du coup, on peut lui appliquer des pressions qui sont celles qui règnent à 400, 500, 600 km de profondeur, etc. Et ensuite, on va observer cet échantillon, hein, voir donc quelle est la vitesse des ondes à travers l'échantillon, quelle est la structure des cristaux ici. Hein, alors là, ce sont des analyses que je ne détaille pas, hein, mais par exemple, en observant les rayons X qu'on envoie dessus, en observant comment ils sont diffractés, hein, on peut remonter à la structure minéralogique de l'olivine. Et ce qu'on voit, c'est que l'olivine, donc elle a cette forme qu'on lui connaît, hein, classique, on appelle ça l'olivine alpha, et quand on applique des pressions et des températures qui sont celles qui règnent à 410 km, et ben on se rend compte que l'olivine, elle change. Elle change de phase, on dit, elle passe en bêta puis en gamma. Alors la formule c'est la même, par contre l'agencement est différent, hein, des atomes en fait au niveau des tétraèdres, et ça, eh ben, c'est tout à fait corrélé à un changement de vitesse. Ça veut dire que quand on regarde la vitesse, eh ben, on voit qu'effectivement ici, les vitesses se sont accélérées. Ça veut dire que ce changement ici, ces discontinuités, on peut l'expliquer très simplement, uniquement par ça, par l'augmentation de température et de pression de l'olivine qui change de phase. On n'a pas besoin de faire intervenir un changement de composition chimique. Et à 670 km, ben, c'est la même chose. Quand on applique l'olivine ici et qu'on lui applique des pressions et des températures qui correspondent à 670 km, eh ben, on se rend compte que l'olivine, elle va se réassocier, même se dissocier en brigmanite et en MgO-FeO. La brigmanite est ici, et là, quand on regarde les vitesses, et bien effectivement, les vitesses maintenant sont accélérées. Donc finalement, le manteau, chimiquement, il est homogène. Hein. Il est de composition de type péridotite. Par contre, minéralogiquement parlant, c'est vrai qu'il y a des changements de phase qui expliquent tout à fait les différentes discontinuités. Donc finalement, on peut marquer ceci, hein, au niveau de notre schéma bilan, où il y a le manteau, on marque c'est de la péridotite.
Par contre, les changements de phase sont responsables de la zone de transition et du passage ici manteau supérieur, manteau inférieur. Dernière chose, le noyau. Alors le noyau, lui, il n'est pas du tout silicaté. On va voir qu'il contient du fer et du nickel. Alors comment on aboutit à ceci? Les méthodes d'étude, ça fait intervenir alors des bilans de masse et l'analyse des météorites. Alors il faut avoir en tête ce scénario de formation des différentes planètes du système solaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand les planètes se sont formées il y a 4,56 milliards d'années pour la Terre? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a donc eu accrétion de plein de petits corps qu'on appelle des corps chondritiques pour former ceci. Et ensuite, deux possibilités. La première possibilité, c'est que cette planétoïde, elle s'est différenciée. On le voit ici. Différenciée, donc tous les éléments denses sont allés au milieu pour former le noyau. Les éléments plutôt légers sont restés en surface, ce qui a formé le manteau. La croûte, à ce stade, n'est pas encore formée. Là, le manteau, c'est manteau plus croûte, en fait. Croûte en devenir, quoi. Ça, c'est une première possibilité. Une autre possibilité, c'est que des météorites arrivent et puis font finalement un impact très fort et aboutissent à la fragmentation de ce planétoïde initial en plein de météorites qu'on appelle les chondrites. Autre possibilité, on fait ce qu'on a vu ici comme la Terre, et ensuite un impact fait exploser tout ça, ce qui aboutit à des petits morceaux qui seront d'autres météorites qui auront d'autres noms. Ça, c'est des météorites après différenciation. Les sidérites, ce sont des météorites donc finalement qui échantillonnent très bien la portion ici qui est le noyau. Et les chondrites, elles, ce sont des météorites qui échantillonnent plutôt la Terre avant sa différenciation. Et ces météorites, on les connaît. Et donc, c'est grâce à elles qu'on peut avoir accès à la nature du noyau. Alors, les sidérites, ce sont des météorites qui sont faites essentiellement de fer et de nickel. C'est pour ça qu'on dit que le noyau est fait de fer et de nickel. Mais on peut aussi utiliser des calculs et des bilans de masse. Et on trouve exactement la même chose. L'idée, c'est qu'on connaît la densité de la Terre, on connaît la densité du manteau, et donc en calculant, en faisant un bilan avec les volumes et les masses, voire la fiche bilan de masse qui correspond, petite vidéo associée, on fait notre calcul, on trouve que le noyau il a une densité de 10,5. Et on peut faire un bilan de masse sur les différents composants chimiques. Par exemple, dans la Terre, en regardant les chondrites, on sait qu'il y a 28,18% en pourcentage massique de fer dans les chondrites, qui représente la Terre globale en fait. Dans le manteau, on peut l'échantillonner actuellement ou l'extrapoler à partir des achondrites et on trouve une quantité de fer qui est de 5,81. Et en faisant un bilan, à savoir que tout le fer qu'il y a dans le noyau plus tout le fer qu'il y a dans le manteau, ça correspond à tout le fer qu'il y a dans la Terre, on peut remonter au pourcentage de fer du noyau. Et on trouve à peu près 80%. Donc finalement, grâce à ces météorites et à ces bilans de masse, on a accès à la nature du noyau, essentiellement du fer, avec du nickel et éventuellement des éléments légers quand on fait nos bilans de masse que l'on met au niveau donc du noyau externe. Passons à la troisième partie, la structure thermique de la Terre. Alors, notre objectif, c'est de savoir comment varie le géotherme, c'est-à-dire comment varie la température en fonction de la profondeur. Alors, le géotherme, à l'intérieur de la Terre, il peut être estimé. Alors, en surface, c'est assez simple puisqu'on peut même le mesurer. On peut obtenir un gradient géothermique quand on fait des mesures dans les mines, par exemple. Et donc là, on voit qu'on mesure que, effectivement, quand on s'enfonce dans la Terre, la température, elle augmente. On a un gradient à peu près de 30 degrés par kilomètre. En dessous, le géotherme est inconnu. On n'y a pas accès, par contre, on a accès à des points d'ancrage. Voyons voir ce dont il s'agit. Donc là, j'ai placé les premiers 30 degrés par kilomètre dans la croûte. Alors les points d'ancrage, on les a, par exemple, vers 100 km, c'est la base de la lithosphère, c'est à peu près 1300 degrés. Le point, il est placé ici, ce qui nous fait ici un gradient de 5 degrés par kilomètre. Ensuite, on a des points d'ancrage à 410 et à 670 qui sont en fait les points qu'on a obtenus avec les cellules enclumes de diamant tout à l'heure. Ce sont les points obtenus, en fait, j'avais un petit peu menti tout à l'heure, j'avais dit qu'on savait déjà la température et la pression à 410 et 670, en fait on ne les connaissait pas. On connaissait la pression mais pas la température, mais on s'est rendu compte qu'en appliquant telle température, on avait le changement de phase qui correspondait au saut de vitesse. Donc là, on a deux points d'ancrage qui sont représentés ici, qui ne sont pas du tout à retenir, mais l'idée est là. Et donc, on peut tracer notre géotherme ici. On a un autre point d'ancrage qui se situe à la limite noyau supérieur, noyau inférieur. Alors, comment c'est ça? Le noyau supérieur, il est liquide, le noyau inférieur, il est solide. Ça signifie qu'à la limite du noyau inférieur et du noyau supérieur, qui est situé ici, la limite, on connaît la température,
puisqu'on connaît la pression et qu'on connaît ce diagramme qui nous dit, selon la pression, selon la température, si le fer il est solide ou il est liquide. Donc la température du noyau, on sait que elle est à droite de cette courbe-là qui nous dit là c'est solide, là c'est liquide, et que par contre elle est à gauche de cette courbe-là qui nous dit que là c'est solide, là c'est liquide. Et donc on est pile en ce point-là, 4800 degrés qui correspond à la limite de la discontinuité de Lehmann. Donc ce point on peut le placer, il est ici. Et après, après on admet, donc je ne donne pas les preuves ici, que on peut extrapoler donc un gradient géothermique qui est très très faible ici au niveau du noyau externe. Si je dézoome, j'obtiens ceci. Donc le géotherme, certains points d'ancrage, et puis on l'a mis à d'autres endroits, qui a plutôt cet aspect-là. Et au niveau de la couche des secondes, un très très fort gradient, comme au niveau de la lithosphère, il y avait ici un gradient très très fort. Alors le géotherme moyen, donc on l'a estimé dans la Terre. Maintenant, on va s'intéresser à la chaleur interne et voir donc quelles sont ses origines et puis comment elle peut être dissipée. Alors premier point, d'où vient cette chaleur interne? Quelles sont les sources? Alors il y a deux grandes sources principales, je vais me limiter à celle-ci. La première source principale, c'est la radioactivité. Effectivement, dans la croûte, le manteau et le noyau, il y a des éléments radioactifs, représentés ici, et qui, en se désintégrant, émettent des joules par seconde. Et donc, en faisant plein de bilans de masse, je vous renvoie à la vidéo qui correspond pour le calcul précis, et je peux avoir combien de watts sont émis par la croûte continentale, le manteau ou le noyau. Et on voit donc effectivement, il y a une grosse production de chaleur qui est due à cette radioactivité. La deuxième cause origine de la chaleur interne, c'est la chaleur initiale. C'est la chaleur donc, qui a été créée à l'origine lors de l'accrétion, lors de la formation de la Terre, il y a plus de 4 milliards d'années. Donc tous les petits morceaux qui avaient une énergie cinétique se sont tous collés ensemble, et en se collant ensemble, ça a libéré l'énergie qui a été stockée dans la Terre et qui petit à petit est émise. Et ces deux sources, radioactivité et chaleur initiale, sont de plus en plus faibles, plus le temps passe. Deuxième objectif, comment cette chaleur peut être évacuée? Quelles sont les possibilités physiques? Alors, il y a deux possibilités, sachant que le rayonnement est hors sujet ici, puisque les matériaux dans la Terre sont opaques. Alors, les deux possibilités sont la conduction et la convection. Alors, qu'est-ce que c'est que la conduction? La conduction, elle est bien modélisée ici. On s'imagine que là, on a une barre de fer qui est chauffée, avec une source chaude ici et des glaçons là-bas. Et on va se rendre compte qu'en faisant chauffer ici et refroidir ici, la température dans la barre de fer va évoluer. Ici, elle va être chaude, et ici, elle va être froide, et la chaleur qui est ici va être transmise à elle, transmise à elle, transmise à elle, tout du long. Donc, il va avoir un gradient de température qui est représenté ici, le long de cette barre de fer. Dans cet exemple, la chaleur, elle est transmise de proche en proche. Les molécules de fer de la barre ne bougent pas, en fait. Enfin, il y a de l'agitation due à la température, mais ils ne vont pas se déplacer, en fait. Ils ne vont pas aller, par exemple, les molécules ici ne vont pas monter pour venir jusqu'ici. Non. Ce transfert de chaleur de proche en proche, ça s'appelle la conduction. Et quand je mesure donc la température le long de ma barre de fer, je me rends compte qu'il y a un fort gradient thermique. Ici, elle est à 200 degrés par exemple. Ici, elle est à 0 degrés par exemple. Deuxième mode de dissipation de la chaleur, c'est la convection. Alors ici, c'est très différent. L'analogie ici que l'on va faire, c'est plutôt une casserole remplie d'eau. Alors qu'est-ce qui se passe quand on chauffe à la base et qu'on refroidit là-haut? L'eau chauffée ici, elle va se dilater. En se dilatant, sa densité va diminuer. Et comme on est dans de l'eau, la densité étant faible ici, elle va monter. C'est la poussée d'Archimède en fait. Elle va faire une ascension et se retrouver ici, cette eau. Là, elle va libérer son énergie. Et du coup, elle va refroidir. Et comme elle va se refroidir, elle va contracter. Du coup, sa densité va augmenter. Et du coup, sa densité augmentant, elle va couler. C'est ce qui se passe ici. Donc là, il y a un transfert de chaleur du bas vers le haut, mais par déplacement de la matière. C'est ce qu'on appelle une convection. Le moteur de la convection, c'est donc une différence de densité. C'est ça qui fait que, comme dans la baignoire, quand je mets un bouchon en liège, il va monter, ou quand je mets un caillou, il va tomber. Alors si je modélise ceci avec de l'eau chauffée à la base et refroidie à son toit, donc il y a de la convection qui va se produire, et quand je mets mon thermomètre, je me rends compte que là-haut, il fait froid, qu'en dessous, il fait très chaud, et que là-dedans, c'est homogène en fait. C'est assez homogène. Le gradient, il n'a pas la même tête que tout à l'heure. Le gradient thermique, il est faible en fait. Ça, c'est une signature pour une mode de dissipation par convection. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir dans la Terre, qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que c'est de la conduction? Est-ce que c'est de la convection? Est-ce que ce sont les deux? Alors la première chose qu'on va faire avant de répondre à la question, c'est de savoir qu'est-ce qui détermine si un matériau il va plutôt subir de la conduction ou de la convection. Alors on a créé un nombre pour ça qui s'appelle le nombre de Rayleigh, et plus il est grand, plus la convection va être favorisée. Alors qu'est-ce qu'on met dans ce nombre? Fort logiquement. Première chose que l'on met là-haut, au numérateur, donc qui va favoriser la convection, c'est la différence de température. Notre bouteille, notre casserole d'eau tout à l'heure, si je lui mets 10 degrés en bas et 0 degré en haut, il n'y aura pas de convection. Si je lui mets 300 degrés sur la plaque chauffante et 0 degré, là, elle va commencer à faire de la convection. Donc ce qui compte, c'est la différence de température entre la base et le toit de la couche concernée. Ce qui compte aussi, c'est la capacité à se dilater, puisque le moteur de la convection, c'est la variation de densité. Donc si notre petit cube d'eau, en le chauffant, il se dilate, il va être moins dense. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met aussi au numérateur. Et ce qui compte aussi, c'est l'épaisseur de la couche. Alors, plus la couche elle est épaisse, en fait, plus la convection a la possibilité spatiale de se mettre en place. Or, il y a un cube ici, mais peu importe pour nous. Quels sont les facteurs qui, au contraire, vont bloquer la convection? Le premier facteur, assez évident, c'est la viscosité. C'est sûr que dans de l'eau, c'est bien plus simple de faire bouger les molécules et de faire une convection que dans du miel, ou encore plus dans une barre de fer. Donc la viscosité, elle, plus elle est forte, plus ça résiste en fait, plus la convection, elle a du mal à se mettre en place. Et le deuxième facteur, c'est la conductivité thermique. Effectivement, si la chaleur peut bien se transmettre par conduction, elle va se transmettre par conduction. Et du coup, la convection ne sera pas favorisée. Dans ce nombre de Rayleigh, il y a aussi le G de la pesanteur. Peu importe pour nous. Donc avec ce nombre de Rayleigh, on peut donc essayer de savoir si il y aura convection ou conduction selon les matériaux dans la Terre. On montre que la convection, elle apparaît quand le nombre il est plus grand que 2000 à peu près. Et donc on peut le calculer. On peut le calculer dans la lithosphère, dans la couche des secondes. On se rend compte que le nombre, il n'est pas du tout plus grand que 2000, à cause d'une viscosité très forte, et à cause d'un alpha notamment, et d'un K, qui sont assez petits et assez forts. Et une épaisseur qui est petite aussi. Enfin bref. Donc dans la lithosphère, la couche des secondes, c'est plutôt de la convection qu'il y a. Par contre, au niveau du noyau externe et au niveau du reste du manteau, donc du manteau sous-lithosphérique, là on montre que le nombre de Rayleigh, il est vraiment énorme, bien plus grand que 2000, et donc on attend logiquement de la convection. Alors effectivement, c'est ce qui est représenté sur ce schéma bilan issu d'un ancien livre de lycée. On voit donc de la convection dans le manteau sous-lithosphérique, dans le noyau externe, de la conduction au niveau des secondes et de la conduction au sein de la lithosphère, que ce soit le manteau lithosphérique ou la croûte. Et quand j'observe le gradient de tout à l'heure, tout est cohérent. Fort gradient ici, fort gradient ici. C'est exactement ce qu'on observait quand on faisait notre thermomètre au niveau de la barre de fer. Et puis quand on faisait notre thermomètre dans l'eau de la casserole, on avait un faible gradient, qui sont exactement les faibles gradients qu'on obtient dans le noyau externe. Et dans le manteau sous-lithosphérique, tout est cohérent en fait. Dernier point concernant cette histoire de flux d'énergie, comment peut-on calculer le flux d'énergie qui sort de la Terre? Alors, le flux d'énergie qui sort de la Terre, on n'a pas d'appareil de mesure qui va mesurer à un endroit, tiens, j'ai tant de milliwatts qui sort par mètre carré. On ne peut pas le mesurer, par contre, on peut le calculer. On dispose effectivement d'une formule qui est celle-ci, qui est tout à fait la même que la loi de Fick qu'on a pu utiliser en biologie, à savoir que le flux, alors le flux c'est pas du glucose qui passe ici par exemple, là c'est de l'énergie. Donc là il fait très chaud, là il fait très froid, donc j'ai de l'énergie qui passe dans cette direction-là. C'est un flux, donc tant de watts par mètre carré de section, ou tant de joules par seconde, si on veut faire l'analogie avec les moles par seconde de la loi de Fick. Et donc ça c'est proportionnel au gradient de température, comme c'était proportionnel au delta C pour la loi de Fick, et c'est multiplié par l'homologue du D de la loi de Fick, qui est ici la conductivité thermique de la roche. Plus la roche elle conduit bien la chaleur, et plus le flux sera fort. Alors attention, ce qui est représenté ici, là, cette formule, n'est valable uniquement pour du transfert de chaleur par conduction. Dès qu'il y a convection, ça ne marche plus du tout. Alors, je peux mesurer donc le gradient de température lors des forages. Je peux mesurer la conductivité thermique des roches au laboratoire, sur des petits échantillons de lithosphère moyennée. Et donc, je peux calculer le flux ici. Alors, quand on fait ça, donc on trouve un flux moyen d'à peu près 80 milliwatts par mètre carré. Uniquement
il y a de la conduction, ce qui est de toute façon le cas pour la lithosphère. Donc j'ai le droit de faire cette formule. Alors quand je vais dans le détail, je me rends compte que ce flux moyen peut être plus ou moins grand selon où je suis sur Terre. Par exemple, au niveau des dorsales, sans surprise, le gradient de température est bien plus grand que 30 degrés par kilomètre, puisque le 1300 degrés, il n'est pas situé à 100 km, il est situé à 6 km sous la dorsale, en gros, quoi. Donc ça, c'est tout à fait énorme, et donc fort logiquement, le flux devient bien plus grand. Le flux moyenné qui était de 80. Une fois qu'on a calculé ce flux moyen, on peut ensuite donc déterminer le flux sortant de l'ensemble de la Terre, en multipliant ça par la surface de la Terre, 4 pierre 2, surface d'une sphère. Et donc on obtient un certain nombre de watts, et quand on le compare à la quantité d'énergie produite par la Terre, qu'on avait pu calculer avec la radioactivité tout à l'heure, on se rend compte que ce qui est perdu est plus grand que ce qui est produit, ce qui explique pourquoi on dit que la Terre se refroidit. Donc voilà pour le cours G1 sur la structure de la Terre, la structure donc sismique gravimétrique, la structure minéralogique et la structure thermique.